OK, donc je commence l'enregistrement et donc c'est parti. Donc voilà, vous êtes salarié et vous souhaitez vous reconvertir. Si c'est bien le cas, donc vous êtes sur la bonne conférence. On va vous présenter quelques dispositifs pour vous y aider. Donc d'abord, on va commencer par se présenter, nous, Transition Pro Île-de-France. Donc voilà, je ne sais pas si vous nous connaissez. Peut-être que vous nous connaissez davantage sous le nom de FONGECIF, donc FONGECIF Île-de-France. FONGECIF Île-de-France, c'est le nom que nous avons porté durant 36 ans, dont les missions étaient le financement des projets professionnels, la VAE, le bilan de compétences, et l'accompagnement via le conseil en évolution professionnelle. Donc le FONGECIF et Transition Pro ont le même ADN, dirons-nous. Donc nous sommes une structure paritaire qui est agréée par l'État, administrée par les partenaires sociaux, donc des syndicats de salariés, des organisations patronales. Et nous sommes donc depuis ces 36 ans en tant que FONGECIF et bientôt 1 an en tant que Transition Pro, toujours engagés en faveur du développement des compétences, de la transition professionnelle et de l'emploi dans les territoires. Alors, les constats, donc vous avez dû sans doute faire les mêmes si vous échangez avec votre entourage ou même au regard de votre présence aujourd'hui. Au cours de leur vie, on est de plus en plus nombreux à vouloir changer de métier et on voit bien que les questions de compétences, d'employabilité et les capacités à se former tout au long de la vie deviennent cruciales sur le marché du travail. Un marché du travail où il est également essentiel de s'adapter rapidement pour rester compétitif. Donc, on est vraiment au cœur d'un sujet de formation et d'adaptation des compétences. Et notre vision à nous, Transition Pro, c'est d'être l'acteur incontournable des mobilités professionnelles aux côtés des salariés tels que vous, des entreprises et des partenaires, en créant et en animant un écosystème autour des bénéficiaires pour favoriser le développement des compétences des transitions professionnelles et bien évidemment au service de l'emploi en Île-de-France, puisque Transition Pro Île-de-France s'intéresse au bassin de l'emploi francilien et nous avons donc nos homologues dans toutes les régions de France qui ont les mêmes missions que nous. Alors déjà, pour commencer, un parcours de reconversion, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'un parcours de reconversion? C'est déjà s'inscrire dans une logique de passerelle entre un ancien métier et un nouveau métier. Et sur cette notion, on va être extrêmement vigilant puisque la notion de reconversion professionnelle implique de changer de métier. On n'est pas sur une question d'évolution professionnelle, on est bien sur une logique de reconversion. Donc, on va vous montrer un petit schéma avec des exemples de ce qu'on peut voir en tant que reconversion. Donc, on a déjà un parcours qui va être à construire. Donc, on a 2 petits exemples à vous présenter. On a Mohamed qui travaille dans une petite boulangerie, qui a des soucis de santé, qui est devenu allergique à la farine et qui veut se reconvertir, mais il ne sait pas vers quel métier s'orienter. Et on a Marina qui est agent de sécurité depuis 10 ans, qui travaille en horaire décalé, qui veut aussi changer de métier. Elle hésite entre un métier de développeur web ou le métier de technicien de maintenance en informatique de réseau. Quelle profession choisir? Donc, Marina ne sait pas non plus, de même que Mohamed. Et dans ces cas-là, il peut être utile d'être accompagné. Être accompagné, c'est déjà peut-être… alors, c'est dommage, j'ai l'impression qu'on ne voit pas le bas du schéma. Donc, le bas du schéma montre un interlocuteur vers lequel vous… Voilà, parfait. Merci Françoise. Donc, quand on a un projet de reconversion à mettre en place, il peut être choisi quand on est dans une logique de changement où on veut vraiment impulser une nouveauté dans sa vie professionnelle, mais il peut également être subi. Dans le cas de Mohamed, par exemple, allergique à la farine, il ne peut plus continuer à faire son métier. Et donc, dans ces cas-là, il doit se reconvertir pour des raisons de santé. Dans ces cas-là, on a donc un acteur qui peut accompagner les salariés dans leur projet de reconversion, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Il y a 5 opérateurs partout qui peuvent vous accompagner. Des opérateurs qui sont donc… qui accompagnent selon le statut du public. Donc, si vous êtes cadre, vous pouvez, ou jeune diplômé, vous pouvez vous adresser à l'APEC. Si vous êtes un actif en emploi, un indépendant, ou bien si vous travaillez comme intermittent du spectacle ou intérimaire, vous avez le groupement Évolution. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le Pôle emploi. Si vous êtes un jeune entre 16 et 25 ans, vous avez la mission locale. Et si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé
et que vous devez prendre en compte votre handicap dans le choix de votre reconversion, vous avez donc le Cap Emploi. Donc, ces interlocuteurs peuvent vous aider à construire votre projet. Pour ce faire, ils peuvent aussi vous orienter vers un bilan de compétences ou peut-être que le choix du métier viendra avec leur accompagnement. De là, vous allez identifier un choix de formation et peut-être en passer par un parcours avec des étapes, une VAE totale, une VAE partielle, et par la suite, vous pourrez demander, si vous le souhaitez, le financement d'une formation professionnelle via notre propre dispositif qui est donc le PTP, le projet de transition professionnelle que nous allons vous développer dans quelques instants. Par la suite, vous allez réintégrer donc le marché de l'emploi pour en tant que salarié ou bien pour créer ou reprendre une entreprise et de là accéder à un nouveau métier. Donc pour ce faire, nous avons donc des outils que nous allons vous développer donc dès à présent. Alors oui, effectivement, nous avons 4 outils au service du développement des compétences et des reconversions. Donc le projet de transition professionnelle qui succède au CIF, au congé individuel de formation, que vous connaissiez peut-être mieux. Le dispositif démissionnaire qui permet d'ouvrir l'assurance chômage à des salariés donc, qui ont démissionné. Le certificat CLEA, donc le certificat CLEA, c'est souvent une première étape avant une transition professionnelle et ça permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles. Et enfin, la validation des acquis d'expérience qui permet de faire reconnaître et transformer finalement votre expérience en un diplôme. Donc, on va commencer par le projet de transition. Je vais juste interrompre un petit instant, Françoise, pardon. On a oublié de le préciser au début avec nos soucis techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, on va s'alterner pour y répondre et de temps en temps, on va extraire certaines de vos questions pour y répondre en collectif. Voilà. Oui, effectivement, n'hésitez pas à poser, on s'arrêtera à chaque fin, enfin, après le projet de transition professionnelle pour répondre à toutes vos questions. Donc, le projet de transition professionnelle, comme je vous le disais, succède au congé individuel de formation, donc depuis le 1er janvier 2019, et il permet donc à tout salarié de suivre une formation dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, un changement de métier. Donc, pour qui? Donc, le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui s'adresse aux salariés, donc qu'ils soient du secteur privé en CDI ou en CDD, mais également aux intérimaires et aux intermittents du spectacle. Donc, l'objectif, en fait, du projet de transition professionnelle, c'est la grosse différence avec le CIF, c'est vraiment de suivre une formation de reconversion en vue de changer de métier, tout en conservant sa rémunération. Donc, le PTP est toujours à l'initiative du salarié. Donc, quelles actions sont finançables dans le cadre du PTP? Beaucoup. Donc, pour financer une action de formation, celle-ci doit être éligible au CPF, mais elle doit également être certifiante. C'est-à-dire qu'elle doit être inscrite au RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles dans lequel on va retrouver tous les diplômes, par exemple, tous les titres professionnels, donc vraiment beaucoup de formations, ou les certifications inscrites au répertoire spécifique. Donc, la particularité du PTP, c'est qu'on va obligatoirement mobiliser votre CPF pour financer le PTP. Et donc, l'organisme de formation doit être référençable sur Datadoc, c'est-à-dire qu'il doit répondre aux critères qualité. Mais en cas de doute sur l'éligibilité de votre formation, sur la référençabilité ou non de votre organisme sur Datadoc, vous pouvez bien évidemment nous contacter, on vous dira, on pourra confirmer ou pas les informations. Donc, notre rôle, c'est bien sûr donc, de recevoir, d'instruire et de valider vos demandes de prise en charge, d'assurer le paiement des frais de formation et des salaires, de valider des projets selon nos priorités de financement, on va y revenir un petit peu plus tard, en prenant en compte les besoins du marché du travail et des entreprises sur les territoires. Et bien évidemment, tout cela contribue à la sécurisation des parcours par l'accès à la formation. Et on est aussi très vigilant sur le contrôle de la qualité des formations que l'on finance. Donc, l'examen d'un dossier PTP. Donc, une fois que le dossier est arrivé chez nous, il va être examiné sur la base de plusieurs critères. Donc, on va regarder quelle est la cohérence du projet de reconversion. On va également regarder la pertinence du parcours de formation qui est proposé par l'organisme de formation. C'est-à-dire que l'organisme de formation, quand il va vous recevoir, va vous faire passer ce qu'on appelle un positionnement préalable, c'est-à-dire qu'il va adapter le contenu et la durée de la formation à votre parcours et à votre profil. Et on va également regarder la perspective d'emploi à l'issue de l'action de formation.
Donc, la commission paritaire interprofessionnelle régionale, c'est-à-dire la CPIR, est souveraine. C'est elle qui va décider de prendre en charge ou non votre projet de formation. Donc, elle va analyser les projets un à un et décider de financer ou de ne pas financer les projets au regard de la qualité du dossier, c'est-à-dire la cohérence, la pertinence, la perspective d'emploi, ce qu'on vient de voir, mais également de priorités nationales et régionales de financement qui viennent d'être mises en place depuis le 1er octobre 2020. Donc, ces priorités, il y en a 10. Donc, elles portent en fait sur votre profil, mais également, on regarde la taille de l'entreprise. Donc, les salariés qui travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés seront un peu plus prioritaires. La durée de la formation. Donc, on va financer au maximum une année de formation pour des formations à temps complet ou 1200 heures pour des formations à temps partiel. On va prioriser les formations qui valident un titre inscrit au RNCP, qui ont des ingénieries de parcours ou de formation spécifique, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Laetitia, une personne qui commencerait par une VAE et qui poursuivrait par un PTP, un projet de transition professionnelle, serait prioritaire. De même, une personne qui fait un CEP en amont de son PTP serait prioritaire, qui passe un certificat CLEA. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui sont valorisées. On va également prioriser les parcours de formation qui incluent un cofinancement, une forte aussi priorité sur les métiers à perspective d'emploi ou les métiers émergents. D'ailleurs, on peut retrouver ces métiers à perspective d'emploi ou métiers émergents sur notre site internet. Vous avez l'adresse en bas. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site parce que vous allez avoir pour chaque priorité des exemples qui permettent de mieux comprendre. Les salariés aussi qui travaillent dans un secteur dont le taux d'emploi diminue, ce qui est important aujourd'hui. Et puis, les salariés donc en contrat précaire, c'est-à-dire en contrat court ou à temps partiel. Donc, je repasse la main, on va dire, à Laetitia, qui va nous faire un point donc, sur les éléments techniques et opérationnels du PTP. Oui, tout à fait. Alors là, j'en ai profité pour vous mettre sur le chat le lien vers nos priorités de financement du PTP avec les exemples et des documents, comme le disait Françoise, qui peuvent vous aider à savoir quels sont les métiers émergents, les métiers en tension et voilà, retrouver tous ces éléments-là. Donc, sur les parties techniques, en effet, un salarié donc en CDI doit justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise où il se trouve, quelle qui était la nature des contrats de travail. C'est-à-dire il aurait pu être CDD et ensuite CDI. À partir du moment où cela fait 12 mois, il est donc éligible à une demande de PTP. L'ancienneté va s'apprécier au moment du départ en formation du salarié. Donc s'il n'a pas les 12 mois au moment où il dépose son dossier, ce n'est pas grave. Nous allons regarder la date de démarrage de la formation. Donc, sont éligibles également les salariés en CDD, sauf que, depuis le PTP, ils doivent être encore en poste en tant que CDD au moment où ils déposent leur demande de financement. Ils doivent également avoir une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salariés du droit privé, au cours des 5 dernières années, et ils doivent avoir fait au moins 4 mois en CDD au cours de la dernière année. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est d'être en contrat au moment du dépôt de dossier. C'est également ce qui va faire la différence avec le CIF, puisqu'avec le CIF, on pouvait donc déposer un dossier en CIF CDD dès le moment où la formation débutait 6 mois après la date de fin de CDD. Là, il faut encore être en poste au moment où on dépose son dossier et débuter sa formation au plus tard 6 mois après la date de son contrat. À noter qu'il n'y a pas d'ancienneté minimale pour les travailleurs en situation de handicap. Alors, il y a des démarches et des délais à respecter pour un salarié. Donc, un salarié doit faire une demande écrite à son employeur au plus tard 120 jours, soit 4 mois, avant de débuter son action de formation. Il est bien évident que là, on parle de formation qui aurait lieu sur le temps de travail. Il faut que l'employeur ait le temps de s'organiser, de prendre en considération les dates de formation, d'organiser son activité et de répondre dans les 30 jours à la demande de son salarié pour lui accorder ou non sa demande d'autorisation d'absence. Alors, il faut savoir que si l'employeur ne répond pas dans les 30 jours, normalement, l'autorisation de congé est acquise.
tacitement. Maintenant, ce n'est pas forcément ce qu'on va recommander parce que c'est jamais très confortable de partir en formation sur quelque chose qui n'est pas très clair dès le début. Donc voilà, le salarié, il vaut quand même mieux envoyer une demande écrite avec accusé de réception ou bien une demande écrite avec remise contre décharge pour s'assurer que le délai des 30 jours va bien courir. Alors, est-ce que l'employeur peut refuser une demande de congé pour un projet de transition professionnelle? La réponse est non. L'employeur ne peut pas refuser. Il peut uniquement reporter la demande du salarié si il estime que l'absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour son entreprise ou s'il y a d'autres salariés qui sont en projet de transition professionnelle au même moment. Donc, le seul cas où l'employeur peut vraiment refuser, c'est si le salarié ne respecte pas les conditions d'ancienneté que nous avons vues juste précédemment et les conditions de demande d'absence que nous venons de voir également. S'il n'a pas respecté les 4 mois, là encore, effectivement, on est sur une demande d'absence qui peut être refusée parce qu'il n'a pas respecté donc, le cadre administratif qui était fixé pour faire sa demande. Sur le contrat de travail, les incidences du projet de transition professionnelle sont assez minimes. Comme vous pouvez le constater, en fait, un salarié est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de sa protection sociale. Il est toujours couvert contre le risque d'accident du travail. Et pendant sa période de formation, son contrat de travail est suspendu mais non rompu. Il doit justifier de sa présence en formation et à l'issue de la formation, il peut réintégrer son poste ou un poste équivalent. Par contre, il faut bien noter que l'employeur n'a pas du tout une obligation de proposer un nouvel emploi à son salarié en tenant compte de sa nouvelle qualification. Donc voilà, il vaut mieux s'y préparer aussi. Alors, sur le contrat de travail, donc, les actions de formation peuvent se dérouler tout ou partie pendant le temps de travail. Donc, le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif. Et donc, en ce cas, vous avez toujours le maintien de vos congés payés, de votre ancienneté. Donc, tous ces calculs-là continuent, ainsi que le calcul des droits auxquels vous pouvez prétendre, comme par exemple des primes, un 13e mois, des vacances, des gratifications qui peuvent être liées à votre ancienneté dans l'emploi. Donc, tout ça, ça continue à courir et ça continue, à être alimenté par ce temps-là de formation, même si à ce moment-là, vous êtes en formation et non en emploi. Vous pouvez noter qu'également, si vous exercez des mandats de représentant du personnel ou de délégué syndical, vous pouvez conserver donc ces droits-là et vous pouvez toujours être un électeur et éligible aux élections professionnelles. Donc voilà, ça n'est pas incompatible. En ce qui concerne les règles de prise en charge du PTP, alors il faut savoir que nous, on va considérer des formations à temps complet et à temps partiel. Les formations à temps complet, c'est dès lors qu'une formation fait plus de 30 heures par semaine sur 12 mois maximum de date à date. Donc 30 heures par semaine, nous, c'est une durée qu'on va apprécier en fonction des documents que vous allez nous remettre qui vont être complétés par votre école et le calendrier. Donc c'est un calcul qui va nous permettre de voir si votre formation peut être considérée à temps complet ou si on va la considérer comme étant à temps partiel. Une formation à temps partiel, on peut avoir une prise en charge qui peut durer sur plusieurs années, mais qui sera, quoi qu'il en soit, plafonnée à 1200 heures maximum. Donc, on va avoir 2 plafonnements en termes de durée. Un plafonnement si votre formation est à temps partiel et qu'elle fait donc 1 an, 2 ans, 3 ans, nous, on va limiter notre prise en charge à 1200 heures, donc pour des formations à temps partiel. Et pour les formations à temps complet, on limitera notre prise en charge à 1 an de date à date, 12 mois. En termes de prise en charge financière, on a un double plafonnement. On a un plafonnement sur le coût pédagogique de votre formation. Donc, si votre formation coûte plus de 18 000 € hors taxe, nous ne prendrons pas ce qui va être au-dessus des 18 000 €. Mais à noter que nous avons également un plafonnement en termes de taux horaire. Si le taux horaire de votre formation dépasse 27,45 € par heure, on peut également appliquer un plafonnement, même si votre formation ne dépasse pas 18 000 €. Je prends un exemple. Si votre formation coûte 6 000 € et que le taux horaire de votre formation est à 60 €, eh bien, on ne financera pas les 6 000 € de votre formation. On appliquera le plafonnement à 27,45 €. L'avantage avec le PTP, c'est qu'on peut prendre en charge donc le coût pédagogique de votre formation, mais également votre rémunération. Votre rémunération peut être prise en charge à 100% si elle est inférieure à 2 SMIC et à 90% si elle est supérieure à 2 SMIC. On maintient également votre rémunération pendant la durée du stage.
avec quelques règles un petit peu compliquées. Donc, pour faire simple, en gros, on prend en charge votre stage s'il est inclus dans le référentiel de votre formation. Et donc, dans ces cas-là, on prend tout en charge. Par contre, si le stage n'est pas obligatoire dans la formation, dans ces cas-là, on limitera notre prise en charge. Il est à noter aussi qu'on ne prend pas en charge votre formation si celle-ci… Non, pardon. On ne prend pas en charge votre stage si celui-ci se réalise dans votre entreprise. Donc voilà, il faut vraiment jouer le jeu de faire un stage en dehors de votre entreprise. Alors, on a également un petit forfait en termes de déplacement. Donc, c'est vraiment une participation. Il ne faut pas le prendre pour vraiment une aide à votre déplacement, puisqu'on est sur 15 centimes d'euros par heure de formation si vous restez en Île-de-France et 1 euro par heure de formation si vous allez hors Île-de-France. Donc, voilà, autant vous dire que c'est assez minime. Alors, donc, je vais regarder s'il y a des questions. Hop, avant, non. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, voilà, on fera peut-être un petit tour à la fin de notre présentation pour pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les noter. N'hésitez pas à les noter sur le chat aussi ou à les noter sur un papier. On y reviendra par la suite. Donc, on va poursuivre avec le dispositif du démissionnaire. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. Depuis le 1er novembre 2019, un nouveau droit est accordé aux salariés du secteur privé en CDI, celui de démissionner donc, de son emploi pour pouvoir espérer obtenir donc l'allocation chômage de Pôle emploi afin de préparer un projet de création ou de reprise d'entreprise ou bien poursuivre une formation. Donc, on va vous en dire davantage. Donc, le dispositif démissionnaire, comme je viens de vous le dire, s'adresse aux salariés du secteur privé en CDI, mais attention, ces salariés doivent justifier de 5 années d'activité continue. Donc, continue, c'est-à-dire sans avoir de congé sans solde, de congé sabbatique, de congés qui viendraient donc peut-être aussi créer une coupure un peu trop importante. Donc, les règles sont assez spécifiques. On parle bien de 1300 jours travaillés sur 5 jours par semaine pendant 5 ans. Donc, on va vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour vérifier donc, ces critères d'éligibilité. Et ce qui est important aussi, c'est bien évidemment d'avoir un projet de reconversion qui implique une formation et une création reprise d'entreprise. Et l'objectif, c'est pouvoir mettre en œuvre son projet tout en bénéficiant, donc si les conditions sont remplies, des allocations chômage du Pôle emploi. Notre rôle à Transition Pro, donc, c'est d'instruire les demandes du dispositif démissionnaire, donc pour les projets de création de reprise d'entreprise ou pour les projets de formation, et d'analyser et de valider s'il y a lieu le caractère réel et sérieux de votre projet. L'idée, c'est de vous remettre une attestation de caractère réel et sérieux de votre projet, si donc toutes les conditions sont favorables. Il y a donc 3 acteurs qui interviennent dans ce dispositif. Donc, on a le conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à élaborer votre projet démissionnaire. Donc, ça, c'est une obligation. Si vous poursuivez donc un projet de démission, il est obligatoire d'en passer par un conseiller en évolution professionnelle, tel que ceux que je vous ai énumérés tout à l'heure, afin qu'il vous aide à construire votre projet. Une fois que votre projet est construit, il faut déposer votre dossier à Transition Pro qui va analyser votre demande. Votre demande va ensuite passer en commission paritaire interprofessionnelle régionale, donc en CEPIR. Et s'il y a lieu, donc, Transition Pro vous remettra une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir démissionner et déposer votre dossier au Pôle emploi qui va décider de l'attribution ou non de l'ARE. Donc, on va le voir, en réalité, vous pouvez démissionner avant, même si ce n'est pas quelque chose que nous recommandons. Il y a 4 étapes de construction et de validation pour un salarié. La première étape, c'est de vérifier que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité que je vous ai listées tout à l'heure, à savoir les 5 ans d'ancienneté, 1300 jours travaillés,
sur 5 jours par semaine. Pour vérifier que vous remplissez bien ces conditions, vous avez le site démission-reconversion.gouv.fr où vous allez donc sur la base de vos déclarations donner tout l'enchaînement de vos contrats de travail, de votre situation professionnelle. Et à ce moment-là, le Pôle emploi, enfin en tout cas ça va être informatique, on vous dira si vous êtes en mesure, si vous remplissez les conditions d'éligibilité. Attention, on est vraiment sur un feu orange puisqu'on est... vous êtes sur quelque chose d'assez, ça repose déjà sur des données déclaratives, et puis c'est quelque chose, il n'y a pas un vrai conseiller, je pense, qui est derrière, c'est vraiment quelque chose d'informatique, donc voilà, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, vous avez bien rempli toutes ces conditions-là. Après ça, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il vous aide à élaborer votre projet. Dès le moment de prise de rendez-vous, vous avez le droit, je parle d'un point de vue légal, de démissionner. Donc, vous pouvez démissionner dès le moment où vous avez pris rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, même si c'est quelque chose que nous ne recommandons pas. Une fois que vous avez élaboré votre projet avec ce CEP, vous pouvez donc déposer votre dossier chez nous, le faire valider par Transition Pro et obtenir donc une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi dans les 6 mois qui suivent cette validation. Donc, c'est 4 étapes. Alors, les essentiels sur ce dispositif, donc je l'ai dit 2 ou 3 fois et on va le redire à nouveau, nous vous conseillons de ne pas démissionner avant d'obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux délivrée par Transition Pro et avant d'être sûr d'avoir l'ancienneté requise pour bénéficier de l'assurance chômage. Bien souvent, ça a été le cas, donc les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies et en ce cas, la personne n'a pas pu obtenir donc l'assurance chômage. Votre projet doit obligatoirement être élaboré avec un conseiller en évolution professionnelle. Et pour identifier donc votre conseiller, on vous a mis donc le lien mon-cep.org. À ce moment-là, vous allez pouvoir, donc sur ce site-là, pardon, vous allez pouvoir identifier qui est le CEP au regard de votre situation. Et pour nous, Transition Pro, ce qui va être important également, c'est que les informations de votre projet soient le plus précises possible afin que nous puissions analyser tous les éléments qui vous ont permis de l'élaborer. Donc voilà, sur le dispositif démissionnaire. Et je vais laisser Françoise prendre la suite. Alors c'est vrai que je n'ai pas de visibilité sur, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur le dispositif démissionnaire? Non. Non, je regarde en même temps, il n'y en a pas. On doit être très, très clair, je pense, en fait. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va passer au certificat CLEA. Donc, le certificat CLEA, c'est le socle de connaissances et de compétences professionnelles qui a été créé en 2015. Et donc, nous, depuis le 1er janvier 2020, on a de nouvelles missions qui sont d'assurer l'instruction des demandes, de réunir les jurys, délivrer le certificat CLEA et de promouvoir en tout cas ce certificat sur la région. Donc, qu'est-ce que le certificat CLEA? Donc, comme je vous le disais, ça a été mis en place par les partenaires sociaux en 2015 qui ont identifié 7 domaines de compétences qui sont indispensables à une personne pour faire face de façon autonome à toutes les situations de sa vie professionnelle. Donc, ces 7 domaines sont la communication en français, savoir lire, parler, écrire, les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, savoir utiliser un ordinateur et Internet, c'est-à-dire être en capacité de créer un document, d'envoyer un mail, de faire des recherches sur Internet, pouvoir travailler en autonomie, savoir également travailler en équipe, apprendre à apprendre tout au long de sa vie. Et enfin, donc dernier domaine, c'est de respecter les règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Donc on a 7 domaines, mais qui sont subdivisés en 28 sous-domaines. Donc CLEA, c'est vraiment souvent une première étape avant une transition professionnelle et pourquoi pas avant une reconversion. Donc CLEA, donc il est enregistré au répertoire spécifique, ça signifie qu'à la fin, donc il y a une véritable certification, ce n'est pas une attestation. CLEA est éligible au CPF, il est interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il est reconnu dans tous les secteurs et qu'il est également reconnu au niveau national. Donc, qui s'adresse à tout actif, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, intérimaire, intermittent, donc tout actif qui a besoin avant tout de sécuriser son parcours professionnel, qui veut faire un point à un moment donné sur ses capacités, qui veut reprendre confiance avant peut-être d'enclencher sur une formation ou une mobilité interne ou une mobilité externe.
Donc, ça s'adresse principalement donc, à des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, de tout secteur et de tout âge. Donc, pour passer son certificat CLEA, il y a aujourd'hui 240 établissements qui sont habilités en Île-de-France et on peut retrouver donc les coordonnées sur le site www.certificat-clea.fr. Donc, notre rôle, c'est d'assurer l'instruction des dossiers de demande de certification CLEA, d'organiser les jurys paritaires une fois par mois, de délivrer ce certificat et, comme je vous le disais, donc de promouvoir CLEA auprès des entreprises, des organismes de formation et bien évidemment des bénéficiaires. Et à ce jour, on a plus de 1000 certifiés CLEA en 2020 en Île-de-France. Donc, comment obtenir un certificat CLEA? On a vu ce qu'était le certificat CLEA, à quoi il pouvait servir. Donc, la première étape, c'est de choisir un organisme évaluateur, donc de rencontrer un conseiller CLEA. Vous allez rencontrer un conseiller qui va vous expliquer en quoi ça consiste, qui va vous faire passer une évaluation préalable sur les 7 domaines de compétences que l'on a vus précédemment. Donc, cette évaluation préalable, elle dure en moyenne 7 heures, répartie sur plusieurs périodes, bien évidemment. Et si vous disposez des compétences nécessaires, vous pouvez obtenir directement votre certificat CLEA. Donc, la particularité du certificat CLEA, c'est que ça ne passe pas obligatoirement par une formation. Par contre, si au niveau de l'évaluation préalable, vous n'avez pas validé tous les domaines de compétences, donc là, l'organisme évaluateur va vous préconiser une formation complémentaire. Donc, vous allez suivre une formation, généralement plutôt de courte durée, sur les domaines que vous n'avez pas validés lors de la première évaluation préalable. Et dès lors que vous aurez terminé cette formation, vous pourrez passer l'évaluation finale sur les domaines que vous n'aviez pas acquis. Et donc, suite à cela, votre dossier va être présenté devant le jury paritaire à Transition Pro Île-de-France et vous obtiendrez ainsi votre certificat CLEA. Donc, le certificat, ça peut s'obtenir finalement parfois relativement rapidement. Donc, pourquoi passer un certificat? Donc, comme je vous le disais, CLEA, c'est souvent une première étape dans un projet de transition professionnelle. Ça peut permettre de valoriser son savoir-faire et son expérience professionnelle. Ça peut permettre d'augmenter son employabilité et parfois de redynamiser un CV. On a constaté aussi que c'était souvent facilitateur d'accès à la formation professionnelle. C'est souvent un premier tremplin avant d'aller vers d'autres diplômes. Ça permet aussi de reprendre confiance, parce que parfois, après plusieurs années d'expérience professionnelle, quand on envisage de changer de métier, on ne sait plus trop où on en est. Donc, CLEA, c'est souvent une des motivations des candidats, c'est de reprendre confiance. C'est parfois d'obtenir aussi une première certification. Et puis, ça peut répondre à l'une des priorités dans le cadre d'une demande de PTP, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, une personne qui aurait commencé par passer un certificat CLEA et qui poursuivrait par un PTP serait prioritaire au niveau du financement du projet de transition professionnelle. Donc, qui finance? Donc, selon que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, les financeurs ne sont pas les mêmes. Pour le salarié, ça peut être l'entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences qui a remplacé le plan de formation, tous les dispositifs de l'OPCO. Et puis, vous pouvez, donc comme je vous le disais, c'est éligible au CPF, donc vous pouvez aussi utiliser votre CPF pour financer ce certificat CLEA. Pour les demandeurs d'emploi, c'est la région ou Pôle emploi, la région qui finance encore CLEA. Donc, les essentiels à retenir, c'est un certificat qui favorise l'employabilité et l'accès à la formation professionnelle. C'est souvent une première étape dans un parcours de transition professionnelle. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, certificat-clea.fr. On a également sur notre site internet une page CLEA avec une fiche outil disponible qui reprend vraiment tous les essentiels. Je me tourne vers toi, Laetitia. Y a-t-il quelques questions sur le certificat CLEA? Laetitia? Oui, excuse-moi. J'avais coupé mon micro. Pardon. Donc, j'ai parlé dans le vide. Alors, effectivement, il n'y a pas de questions et je disais que j'en ai profité pour vous mettre le lien vers mon-cep.org afin de vous permettre d'identifier si vous souhaitez un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous aider à élaborer donc votre projet de transition professionnelle, le projet démissionnaire, mais également, pourquoi pas, donc le CLEA qui peut vous permettre de vous aider pour en savoir plus sur le CLEA ou pour obtenir un financement pour un CLEA en utilisant donc les moyens que Françoise vient de vous énumérer. Donc, il n'y a pas de question. Je peux te laisser continuer sur la VAE.
Très bien, merci Laetitia. Donc effectivement, on va poursuivre par la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis d'expérience. Donc depuis le 1er avril 2020, Transition Pro peut financer la validation des acquis, qui permet en fait à tout salarié d'obtenir une certification reconnue grâce à son expérience professionnelle, sans passer par la case formation. Donc, la VAE, effectivement, ça permet d'obtenir un diplôme qui correspond à son expérience professionnelle sans être obligé de suivre une formation. Dans la majorité des cas, l'objectif est d'obtenir une certification d'un niveau supérieur à son niveau initial. Par exemple, vous avez 3 années d'expérience dans le domaine de la comptabilité. Au lieu peut-être de passer une année en formation pour suivre un bac pro comptabilité, vous avez la possibilité de faire reconnaître votre expérience grâce à la VAE. Donc, le diplôme obtenu par la VAE a exactement la même valeur qu'un diplôme obtenu par le biais de la formation initiale ou continue. Donc la VAE sert également à valoriser les compétences acquises dans le cadre d'une expérience professionnelle, d'obtenir une reconnaissance personnelle, d'évoluer professionnellement et de constituer une première étape avant le suivi d'une formation. Si on reprend notre exemple, donc la personne a obtenu via la VAE un bac pro, pourquoi pas, elle peut poursuivre par une demande de BTS en un an en comptabilité via le PTP. Donc ça peut permettre aussi la VAE de réduire les parcours. Donc, qui est éligible au financement? Donc, tous les salariés du secteur privé sont éligibles à cette prise en charge, quel que soit leur contrat, donc CDI, CDD, intermittent, intérimaire. Par contre, à noter que pour les CDD, les intermittents et les intérimaires, donc la demande de financement doit intervenir dans les 12 mois qui suivent le dernier contrat de travail. Les étapes prises en charge. Donc, les 3 étapes de la VAE, finalement, sont prises en charge par Transition Pro sur la base d'un forfait. Puisque, au niveau de la VAE, vous avez 3 étapes. Donc, déjà, la première, c'est d'identifier la certification qui correspond le plus à votre expérience professionnelle. Suite à ça, donc, vous allez pouvoir faire une demande de recevabilité auprès de l'organisme certificateur qui va étudier la pertinence de la VAE et son lien avec la certification visée. Puisque, vous allez avoir déjà cette première étape. Suite à ça, vous pouvez vous faire accompagner dans cette démarche de validation des acquis. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Ça vous permet de mettre en relation vos différentes expériences professionnelles avec les différentes composantes du diplôme. Et ensuite, la dernière partie donc, de la VAE, c'est l'examen. Donc, l'organisme certificateur va organiser une mise en situation professionnelle où il va y avoir un entretien avec un jury pour démontrer votre expérience professionnelle. Donc, ces 3 étapes, la recevabilité, l'accompagnement, l'examen, peuvent être prises en charge par Transition Pro. Donc, notre rôle jusqu'au 30 juin 2021, puisque donc c'est une période expérimentale, ça va être d'instruire et de valider les demandes de prise en charge, d'assurer le paiement des frais de la VAE, donc on a un forfait de 2 000 € pour les 3 étapes, et ainsi de contribuer à la sécurisation des parcours par la validation des acquis de l'expérience. Donc, il faut savoir que la validation des acquis d'expérience se déroule uniquement hors temps de travail. Donc, il n'y a bien sûr pas prise en charge du salaire, mais voilà, uniquement, c'est déjà très bien, les 3 étapes, recevabilité, accompagnement et jury. Alors, très bien. Donc, toujours pas de questions. Je pense que tout le monde est totalement au clair avec tout ce que nous disons. Donc, on voulait quand même terminer en vous faisant un petit point sur les perspectives 2021, puisque les choses sont actuellement en train d'évoluer dans nos dispositifs et dans les possibilités que nous aurons par la suite de financer davantage de projets. Donc, on va davantage s'inscrire dans une logique de passerelle avec un passage facilité des secteurs sinistrés ou en diminution d'emploi vers les métiers en tension ou les métiers émergents. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte actuel est extrêmement préoccupant, avec beaucoup de secteurs d'activité qui connaissent de graves difficultés. Et donc, l'idée étant de faciliter les parcours et les passerelles d'un métier qui perd de l'emploi pour se diriger vers un métier qui, lui, recrute davantage. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans l'actualité, qui est en cours de définition. Donc, très prochainement, on pourra en dire davantage à nouveau et faire des présentations dédiées sur ce sujet. Mais voilà, on avait quand même envie d'en faire part lors de ce salon. Alors, sur notre offre de service, donc quelques mots. Donc, nous sommes
ouvert tous les jours en continu. Donc là, je parle d'une situation classique, hors confinement. Donc nous recevons le public sans rendez-vous de 9h à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 11h à 17h30. Donc actuellement, nous ne recevons que sur rendez-vous, mais c'est lié au contexte sanitaire. Donc très prochainement, nous l'espérons tous, nous allons réouvrir donc sans rendez-vous pour tout le monde. Et en attendant, donc vous pouvez nous appeler au 01 44 10 58 58. Des chargés d'orientation sont là pour répondre à vos questions, que ça soit sur nos dispositifs ou peut-être pour savoir qui est le conseiller en évolution professionnelle qui peut vous accompagner. Vous pouvez également créer votre espace, créer votre compte sur notre espace personnel et poser des questions en ligne et consulter donc notre site internet transitionpro-idf.fr. Donc vous avez une chatbot sur notre site internet, donc avec la possibilité de poser des questions et d'échanger avec un assistant virtuel. Nous avons aussi une chaîne YouTube et des capsules vidéo. Et actuellement, nous faisons des webinaires qui sont extrêmement réguliers. Je dirais qu'il y en a au moins un par semaine, voire un toutes les 2 semaines, sur différents sujets, surtout liés sur le projet de transition professionnelle, que ce soit sur les dispositifs de financement, sur les critères de la commission paritaire, sur comment remplir son dossier ou encore sur quelle est la prise en charge pendant ma formation. Donc très prochainement, nous allons développer sur les autres thèmes que sont le démissionnaire et la VAE notamment, ainsi que sur Cléa. Mais actuellement, donc, on est vraiment beaucoup sur le PTP. Et quand vous viendrez sur place à nouveau, il y a donc un fonds documentaire qui peut vous permettre de découvrir des métiers et d'utiliser notre logiciel Horizon. Alors, pour notre adresse, nous sommes à République, donc au 1 place Johann Strauss. Et donc, vous pouvez retrouver nos coordonnées au 01 44 10 58 58, un mail générique et notre site internet. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez la possibilité également, pendant tout le salon, des transitions professionnelles, de prendre rendez-vous avec nos conseillers. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, nous en avons terminé pour cette présentation sur nos 4 dispositifs. Donc, si vous souhaitez pouvoir poser des questions, s'il y a des choses que vous souhaitez aborder, puisqu'on n'est pas très nombreux, donc on peut tout à fait… Françoise, on te voit ? Voilà, bonjour. Bonjour à tous, je viens avec vous. Donc, super. Donc, c'était pas évident. Mais en tout cas, voilà. Donc, le format était assez atypique, mais on espère ne pas vous avoir perdu. On espère que vous avez pu comprendre, en tout cas, certains fonctionnements de nos dispositifs. Et voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Hein, c'est l'avantage d'être peu nombreux. Bon. Alors, je pense que tout a été parfaitement clair. N'hésitez pas, comme disait Françoise, à venir rencontrer nos conseillers sur le salon qui pourront répondre à vos questions. Et je pense qu'on va pouvoir… Tu es encore là, Françoise ? Ok. Oui. J'étais toute oui. Effectivement, s'il n'y a pas de questions à voir, du coup, vous souhaitez une très bonne journée. Et puis merci d'avoir été présent ce lundi matin pour nous écouter. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Très bonne journée, merci à vous. Bonne continuation. Au revoir.